Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal de la vie française, Libre Journal dans la vie française, dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Bachar Nasri. Bonsoir Bachar. Bonsoir Laurent. Merci de m'avoir invité ce soir et merci pour tout le monde qui auront le courage de m'entendre. Le courage de vous entendre. Alors Bachar, on va rappeler peut-être votre... Maintenant vous êtes français, mais vous avez une nationalité... 58 ans seulement. Depuis 58 ans, mais seulement. Votre accent, il vient d'où? D'un pays en ce moment qui a bien du mal, qui a beaucoup de difficultés. La plus ancienne capitale du monde vivante. Ah, c'est joli ça. Damas, Syrie. Voilà, la Syrie. Et nous avons la plus ancienne rose à Damas du monde, rose de Damas, Damascena. Oui, alors ça nous fait une bonne transition puisque ce soir nous allons parler parfum puisque vous avez sauvé la plus vieille maison de parfum de France. Effectivement, c'est une maison qui a été initiée par une grande actrice au XVIIIe siècle, Mademoiselle Marguerite Montpensier, très proche de Marie-Antoinette. Et oui, très très proche. Oui. Et en plus, en tant qu'actrice, elle a eu le talent d'inventer le produit de beauté le plus important, c'est le poudre compacte. Alors, c'est-à-dire qu'en tant qu'actrice, évidemment, il fallait alors, on disait pas maquiller à l'époque. Enfin, si, on se maquillait, on se mettait des choses sur le visage. Et donc, elle a inventé la première poudre compacte dans le monde. Et oui. Et avec surtout le poudre... On se poudrait, pardon, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, on l'appelait le fard à joues de théâtre à l'époque. Oui. Et puis, il a inventé, bien sûr, avec le poudre compacte, il faisait cela sur la base le riz blanc. Et... D'ailleurs, tous les acteurs du monde de l'époque, ils ont utilisé ce poudre. Vous imaginez, en Chine, les femmes, il était interdit de jouer le théâtre. Oui. C'était les hommes qui jouaient le rôle des femmes. Oui, encore aujourd'hui, pour cacher la barbe, même s'ils sont bien rasés, on a la trace. Et il utilisait le poudre blanc. De Montpensier. De Montpensier. Après, pourquoi on dit la marque il est devenue Dorin après? Parce que après Montpensier en 1810, c'est M. Jean-Marie Dorin qui a repris la marque, qui travaillait déjà avec Montpensier. Et en plus, quand on dit poudre compacte, compact, ça fait stick en anglais, lipstick. Il a inventé le premier rouge à lèvres dans le monde. Eh bien, dites donc. Donc ça, c'était Monsieur Dorin, par contre, qui a inventé ça. Non, c'était toujours elle. C'est toujours elle, ça a commencé. C'est incroyable, elle était très, très innovante. Oui, mais elle était mademoiselle. Elle ne s'est jamais mariée. Oui. Elle se consacrait tout son temps et son talent. Et c'est elle qui a donné son nom au théâtre Alors non, de Versailles. Non, parce qu'elle dirigeait tous les bals de Château de Versailles à l'époque. Oui. Et en plus... Louis XVI, il était vraiment enchanté de son talent et ce qu'il faisait pour le château de Versailles. C'est elle qui a formé Marie-Antoinette à jouer le théâtre dans les fermes du château de Versailles. Ah, c'est amusant ça. Au Petit Trianon. Oui, et dans le théâtre aussi. Oui. Voilà. Et lui a offert une partie du domaine du jardin du château de Versailles. Et elle a construit avec ses moyens financiers le théâtre qui s'appelle Montpensier aujourd'hui, qui est devenu le théâtre national de la ville de Versailles. Extraordinaire. Yes, sir. Ouais. Extraordinaire, c'est une très belle histoire. Mais alors, avant de continuer cette histoire de Dorin, moi je voudrais que l'on rappelle quand même votre parcours qui est complètement atypique et qui est d'une richesse absolument incroyable. Comment est-ce que vous êtes arrivé en France ? Écoutez, c'est simple. J'ai mon papa qui a le numéro de baccalauréat numéro 3 en Syrie. Waouh! Il est venu en France les années de 28 au 32, 1900, et il a fait l'école de travaux publics, à Cachan à l'époque. Elle était. Et moi, je voulais aller aux États-Unis pour faire mon master à l'époque.
Mais je parlais pas français et mon père il me dit mais non, pourquoi tu vas aux États-Unis, va en France. Ah oui. La France c'est l'art, la vraie civilisation, tout ça se passe par Paris, va à Paris. Je dis mais je parlais pas français, mais il me dit c'est simple, tu vas l'apprendre. Je suis arrivé à Paris et avant de venir, j'avais une autre activité à le faire parce que j'étais artiste, je jouais la guitare. Et à l'époque de Cliff Richard et Shadows. Ah oui, voilà, oui d'accord, c'est amusant ça. Oui. Voilà. Et j'avais ma bande, etc. Et j'ai laissé tomber la musique. Je suis venu pour faire un DOA, un géophysique à l'époque, à Paris. Et mon professeur me dit, mais vous avez eu votre DOA, ou master on l'appelait. Oui, en géophysique, oui. Et vous parliez pas le français, donc il faudrait que j'ai un sujet de doctorat, une thèse, il faut le suivre avec moi. Et finalement, j'ai fait mon doctorat et il m'a dit il faut aller à l'Institut français de pétrole, être ingénieur aussi, un géophysicien, ce que j'avais fait. Et voilà. Et après, je travaillais dans le domaine de pétrole. Pendant 4 ans. J'étais aussi correspondant d'un magazine qui s'appelait L'industrie du pétrole et du gaz dans le monde. Oui. Et compte tenu mes relations avec les ministres arabes de pétrole dans les années 74, aux premières chocs pétrolières, Cheikh Yamani, etc. Et je me réunissais toujours dans leurs réunions à Genève, partout. Et je suis venu en conseiller de ministre arabe de pétrole. Extraordinaire. Mais j'ai laissé tomber le pétrole parce que je sentais pas que c'est pas mon avenir. Je pouvais pas continuer comme ça parce que c'est pas. J'ai cherché la musique, j'ai cherché l'art. Quelque chose de plus artistique. Artistique. Oui. Et là, avec mes relations, j'ai pu avoir des relations avec des responsables arabes comme pour faire des palaces de décoration intérieure. Ah, c'est amusant ça. Alors là, mais quand on fait une thèse de doctorat, cher ami, extraordinaire, tout le monde doit faire un doctorat dans leur vie. Parce que faire un doctorat, c'est-à-dire le prof, il nous donne un sujet. Oui. On doit aborder le sujet. Donc, oui. La première année, faire de recherche, c'est le challenge. On cherche. On commence à voir le bout de ficelle aux premières années, aux deuxième année. Et après, aux troisième année, on a bien terminé le sujet. Et le quatrième année, on a eu notre doctorat. Mais Bachar Nasri, je me permets de vous couper la parole, mais quand vous avez commencé vos études, vous ne parliez pas du tout français? Non. Mais vous avez appris sur le tard, comme ça ou... Oui, mais non, on m'a dit, il y a une école qui s'appelle l'Alliance française, il faut aller là-bas, apprendre le français, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps de perdre pour apprendre la langue. Donc vous avez appris directement sur le... sur le tas, parler avec les gens. Mais à l'Alliance française, la prof, il disait quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que, Laurent, tu sais, quand le grammaire français, qui est, jusqu'à maintenant, je ne peux pas le comprend entièrement. La maîtriser, oui. Maîtriser, mais il avait une phrase. Il disait le plus que parfait. Oui. Conjugué le plus que parfait. Moi, j'ai regardé, je ne comprenais rien. Mais c'est pas grave. Mais cette phrase-là, le mot plus que parfait, c'est joli. J'ai dit, mais ça sera mon objectif dans tout ce que je dois faire dans ma vie. Ah, c'est mieux que l'imparfait, c'est sûr. L'imparfait, oui. Mais l'imparfait non plus, je ne connais pas. Voilà, mais exactement. Plus que parfait, on vise là. Oui. Mais c'est quelque chose d'impossible de l'avoir. Oui. Mais même le parfait, c'est pas facile. Alors, mais si on le vise, c'est déjà, on peut faire le mieux que absolument, tout à fait. Possible. Tous les jours, on a des opportunités dans la vie. On a des sujets à traiter. Tous les jours, et il faut viser tel ou tel travail et partir avec. Et le traiter d'une manière, en direction la plus que parfaite. Voilà. Alors, Bachar Nasri, donc nous en étions à
Vous étiez d'abord, vous avez été conseiller pour le pétrole auprès de... L'OAPEP à l'époque, le ministre arabe exportateur des pétroles. Voilà, après vous reconvertissez dans la décoration. Intérieur de Palace, chez Khalifa, le grand-père de Cheikh Tamim, l'émir de Qatar aujourd'hui. J'ai fait pour lui des projets. Les princesses, les filles de roi Khaled, les fils de roi Fahd à l'époque. Et je travaillais aussi pour les Royal Palace avec Hariri, qui avait une société qui s'appelait OG, Saudi OG. J'étais sous-traitant aussi pour organiser toutes les matières de décoration intérieure, les tissus, les moquettes, etc., etc. Et ça, j'étais dans la décoration. Mais la décoration, c'est pareil. Au bout de 4 ans, j'avais assez. Tous les 4 ans, vous changez. Oui, il faut absolument, parce que la 4e année, c'est-à-dire, je suis arrivé au top de mes possibilités. Là, je commence à m'ennuyer. Il faut chercher autre chose. D'accord. Et là, l'opportunité arrive. Un ami qui m'a proposé de créer une société qui s'appelle Filmax pour développer, enfin, de produire des films de cinéma, de long métrage. Et là, je suis parti aussi pour 4 ans dans le cinéma. Génial. Voilà. Extraordinaire. Donc là, cinéma, et qu'est-ce que vous avez fait dans le cinéma? Parce que là, pour le coup... Dans le cinéma, on a fait plusieurs films, mais il y en a un film qui m'a marqué beaucoup. On a fait Louisiane, bien sûr, avec Antenne 2, avec les séries télévisées. Mais il y a un film d'un roman qui a été écrit par Simone de Beauvoir. Il s'appelle Les sangs des autres. C'était les nazis en France, etc. Et le jeune fille qui était entre le général nazi et son amoureux, entre les deux, bien sûr, c'est la résistance française qui a gagné, bien sûr, avec son amoureux. Et à l'époque, on cherchait une actrice qui parle parfaitement anglais, français, parce que tous les films, il a fallu tourner en français, ce que j'ai exigé. Mais on était en coproduction avec Home Box Office des États-Unis. Eux, ils voulaient qu'on fait le shooting, le tournage des films en anglais. Et finalement, on est arrivé à un accord de faire tourner les films 2 fois. Une fois en anglais et une fois en français. C'est-à-dire chacune des scènes, vous avez tourné une fois on faisait 2 fois. Ah, c'est excellent, ça. Alors là, il a fallu avoir une actrice. Et il avait une actrice qui vient d'avoir un succès formidable avec son film Taxi Driver, Jodie Foster. À 19 ans, on l'a ramenée à Paris. Et sa maman, elle est française, Jodie. Alors, il parlait parfaitement français. Elle est magnifique, cette fille. Elle est magnifique. Et maintenant, elle est productrice de films aussi. Et on lui a mis Claude Chabrol comme metteur en scène. C'était c'était les débuts. Un des meilleurs souvenirs que vous ayez. Oui. Et alors, donc, ça, c'est un des films que vous avez fait. Il y en a eu un autre très connu aussi que vous avez fait. Louisiane, on a fait Louisiane. C'est le 3 tomes avec quel acteur, vous savez. Avec une actrice qui s'appelle Debroca, un acteur... j'ai oublié le nom. Mais on a commencé avec Jacques Demy. Comme metteur en scène. D'accord, oui. Mais pour tourner les films, on a tourné les films une partie, parce que c'était comme Autant apporte le vent, l'histoire de ce film-là, Louisiane. Et finalement, il a eu beaucoup de difficultés avec Jacques Demy pour maîtriser les techniciens américains sur place. Oui, d'accord. Voilà, en français, bon, c'était pas très pas facile pour lui. Et on a cherché quelqu'un d'autre qui les tienne bien, ces acteurs-là, Philippe de Broca. Voilà. Ah, c'est Philippe de Broca, finalement? Oui, c'est amusant, ça. Oui. Voilà. Extraordinaire. Alors, du coup, extraordinaire. Donc, au début, le pétrole, ensuite la décoration, ensuite le cinéma. Et qu'est-ce qui s'est passé après Bachar Nasri? Je me trouve, par une opportunité, une dame elle cherchait des financements, etc. Elle produisait du parfum. Et finalement, elle m'a demandé de l'aider. C'est-à-dire qu'elle cherchait des financements pour sauver sa société? Ce qui s'est passé exactement, j'y vais à ma banque d'affaires. Vous savez, l'opportunité dans la vie, c'est comme ça.
Ouais. J'arrive, j'ouvre la porte du directeur général pour lui dire bonjour comme d'habitude. Et je vois, il y a une dame chez lui. Je dis, excusez-moi, il était en réunion. Il me dit, non, Bachar, rentre. Je rentre, et il me présente cette dame, une grande blonde belle dame. Et il me dit, mais il a produit des parfums. Il a expédié en Arabie Saoudite le premier conteneur, le deuxième conteneur, urgence. Et finalement, ils ne l'ont pas payé. Je dis, est-ce que tu peux l'aider? Tu connais tout le monde au Moyen-Orient, tous les gens. Ouais. Alors, je suis allé là-bas, j'ai rencontré le patron de ce monsieur-là. Il m'a dit, oui, je ne suis pas au courant. De cette dame-là? Non, parce que quelqu'un qui a commandé et qui n'a pas payé. De celui, d'accord, qui avait commandé. Société, le patron s'est excusé. Il m'a dit, voilà. Et finalement, on a pu récupérer... Vous avez pu récupérer la somme pour la dame. Et là, il a trouvé ça assez extraordinaire. Il m'a dit, mais moi, je fais de parfum. Est-ce qu'on peut s'associer ensemble? Voilà. Waouh. Et... je dis, mais écoute, moi, je ne connais rien du tout dans le parfum. Mm-hmm. Au jour, c'est le bien-être, eau de Cologne. Ouais. Le soir, pour être bien, c'est eau sauvage. Je peux faire des publicités? C'est fait, c'est trop tard. C'est trop tard. D'accord. Et voilà, je ne connais rien dans le parfum. D'accord, s'arrêter là, eau sauvage, oui. Et finalement, avec mon expérience dans les décorations, avec les formes, avec les couleurs, on ajoute un petit peu... l'histoire, c'est le cinéma. Ah, et en effet, à la fois du cinéma, très juste. Ça fait du cinéma, et puis le pétrole, ça fait de l'alcool dans la... Ouais, d'accord. tout ça lié ensemble, ça va avancer. Et ce que j'ai eu l'idée par quelqu'un il m'a dit, voilà, regarde cette idée extraordinaire. Et il a proposé à plusieurs sociétés françaises, ils l'ont refusé. Moi, j'ai dit, je le prends. Mais quelle idée? L'idée, c'est un flacon qui est comme une boule, mais à l'envers. C'est-à-dire le capot et les bases du flacon. C'est la base, et le flacon s'enfonce dans sa base. D'accord. Et c'était le premier parfum, comme on dit en anglais, upside down, à l'envers. Et puisqu'il tourne à l'envers, il a fallu aussi la musique aussi. On l'a appelé bebop. Bebop, c'est la musique de... Bebop Alula qui vient de jazz des États-Unis, Jesse Gillespie, Charlie Parker, etc. Et voilà. Et le bebop, c'est le parfum le plus copié dans le monde. Extraordinaire. Le plus copié dans le monde. Mais par le packaging ou par l'idée, le concept. L'idée, le concept. On n'a pas protégé ça. D'ailleurs, le concept, on ne peut pas. Alors, Azaro, il a tout de suite s'inspiré de la flacon à l'envers. Il a fait « Oh là là ». Jean-Paul Gaultier, il a fait le boule de neige là, à l'envers, mais avec la forme de notre bebop. Et quand je lui ai dit, mais attention, ça c'est un peu bebop, attention, il a changé la forme, mais quand même, il a fait le parfum à l'envers. Et tout le monde a fait des parfums à l'envers. Ils ont trouvé que c'était une bonne idée, mais c'est extraordinaire. Pourquoi le packaging? Voilà, et c'est ça. Et on a fait le double parfum. 2 flacons qui rentrent un dans l'autre, Carolina Herrera, ils l'ont fait ça aussi. 212, ils l'ont appelé. Nous, on l'a appelé formidable. 2 parfums, un parfum pour le jour avec son eau de toilette, enfin, eau de toilette pour le jour et eau de parfum pour le soir. Pour la nuit, pour madame. Et pour l'homme, aftershave d'un côté et eau de toilette de l'autre côté. Voilà. Et un jour, l'usine que je conditionnais chez eux, mes parfums. Le patron, il est venu, il m'a dit, mais monsieur Nasri, la France, il a décidé de passer dans mon usine qui se trouve à Sannois. Parce qu'ils ont passé une autoroute là-bas. Et je dois fermer mon usine, puisqu'avec mon âge là, et j'ai personne qui va continuer. Et je veux te vendre... l'usine s'appelait Dorin. Je vais te vendre Dorin. Je dis, mais écoute, je ne cherche pas à acheter une usine, moi. Il m'a dit, non, je te vends de la marque Dorin. Je dis, Dorin, c'est une marque? Il m'a dit, oui, c'est une marque très ancienne. Mais alors, attendez, Bachar Nasri. Pour bien comprendre, cette dame avec qui vous avez réalisé un certain nombre de parfums, c'était Dorin déjà?
Non, c'était Kessling. La première marque qu'on a inventée avec Bebop, on l'a appelée Kessling. Ah, c'est une marque que vous avez créée, celle-ci. Je l'ai créée. Elle avait un autre nom. Moi, j'ai dit non, on va changer. J'ai tout changé avec toutes ces affaires. Et je l'ai appelée Kessling parce que ça fait un nom anglo-saxon, international et facile à vendre, à apprendre. Voilà, à apprendre et à se mémoriser. Oui. Et puis... Et donc, votre réalisateur de parfums vous a proposé donc Dorin. Non, le conditionneur. Ah, le conditionneur, pardon, c'est différent. C'est-à-dire, on envoyait dans une usine les flacons qu'on fabrique chez le verrier, les étuis qu'on fabrique chez le cartonnier, le jus de parfum chez les maisons qui font les concentrés. D'accord. Et là, il a fallu une usine qui conditionne met tout ensemble. Oui. Et il s'appelait Dorin. D'accord. Et lui, il fermait son usine. Et il voulait me vendre Dorin. J'ai dit, je ne veux pas acheter une usine, moi. Il m'a dit, non, c'est une marque. Et elle m'a expliqué, c'est une marque ancienne. Il n'y a que toi qui peux le réveiller. Il n'y a que toi qui peux le faire avec tout ce que tu fais. Je viens te le vendre, cette marque. Mm-hmm. Alors j'ai dit, bon, écoute, ce que tu me demandes, c'est très cher. Il m'a dit, mais c'est ma retraite. Je paye ma retraite. J'ai dit, OK, ta retraite, on va commencer avec 50% pour ta retraite. Maintenant, je te paye un chèque tout de suite. Et 50% dans un an. Mais je vais tester et voir cette marque, qu'est-ce que je peux faire avec. Mm-hmm. Alors il m'a dit, d'accord. J'ai dit, bon, comment on va faire? Il m'a dit, je te montre tous les archives. J'ai dit, quelles archives? Il m'a dit, c'est une marque historique. J'ai tous les archives de cette marque. Il descend de sa voiture, il remonte, et mon épouse n'était pas là. J'ai dit, mettez tous ces cartons. Des cartons, il ramène très sales, poussiéreux. J'ai dit, mettez dans le bureau en face de moi, dans mon bureau. Et ce qu'il a fait, et quand il est parti. Et quand mon épouse est revenue, il a dit, mais qui a mis tous ces cartons? C'est pas un entrepôt chez moi, etc. J'ai dit, non, c'est une marque, ce sont les archives. Et je viens de l'acheter. Que je viens d'acheter. Oh, voilà. La soirée a dû être terrible. Voilà. Alors, elle est partie. Au bout de 2 heures, j'étais tranquille, je travaillais. Partie furieuse ou partie elle était partie pour... bon, d'accord. Et elle est revenue pour me dire, mais Bachar, tu n'as pas acheté une marque, toi. Tu as acheté un trésor. Ah, ça c'est joli, ça. Et là, donc elle a compris ce que vous aviez acheté. Là-bas, on regarde, il avait tout ce qu'il y a comme document scientifique pour cette marque. Tous les formules, tous les dessins, toutes les marques, toute l'histoire de cette marque. Depuis l'époque. C'était la plus grande marque du monde qui s'appelait Dorin. Il était partout. Leur slogan à l'époque, dans les années au 19e siècle, début 20e siècle, leur slogan c'était « Vous trouvez aucune parfumerie dans le monde qui n'a pas Dorin. Et si vous trouvez une, vous allez gagner une grande prix. » Extraordinaire, ça. Et vous allez jamais gagner parce qu'on est sûr, on est partout. Mais tu imagines, à l'époque, Dorin, il fabriquait le fard à joues de théâtre. Oui. Au Japon, les femmes, c'était interdit de jouer le théâtre. C'est les hommes, on a dit. Alors, Dorin, un japonais, le phare à joues de théâtre. C'est-à-dire que les Japonais utilisaient le phare Dorin? Le mot Dorin, pour eux, ils utilisent les phares. Oui. Bon. Ah, aujourd'hui, ils appellent ça Dorin? Oui, ils l'appellent Dorin. Aujourd'hui? Oui, ils l'appellent Dorin. Extraordinaire. Ils l'appellent Dorin. Et les Américains, un Américain qui voulait acheter « Please give me to buy a lipstick, give me a lipstick », she should say « Please give me one Dorin ». Aujourd'hui? Oui, non, à l'époque. Ah, à l'époque, oui, d'accord. À l'époque, tout était Dorin, tous les produits Dorin. Oui. Et c'est la marque le plus créative célèbre, qui a inventé tous les produits de beauté. Oui. Dorin existe avant Guerlain. Oui. Et avant toutes les autres marques. Et c'était la plus grande du monde. Et il avait beaucoup de parfums. Il avait même les parfums Marie-Antoinette.
Et il était très lié avec, bien sûr, fournisseur de la cour de Versailles. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour le produit de beauté. Aujourd'hui, vous avez la formule du parfum de Marie-Antoinette ? Mais il y a des formules qu'on a aujourd'hui qu'on ne peut plus l'utiliser, malheureusement, pour la simple raison parce que pour des questions sanitaires, ils sont interdits. Et ça change tout le formule, ça change tout la direction. Et est-ce qu'on peut arriver quand même à faire un parfum sans suivre la recette précise, mais j'allais dire avoir un résultat qui s'approche? On s'approche. J'ai un parfum de 1886, très ancien, qui s'appelle Un air de Paris. C'est le seul qu'on a pu le refaire avec des matières nouvelles, qui soient synthétiques ou naturelles, et qui est très très proche parce que heureusement nous avons le liquide de l'époque. Ah, vous aviez encore un flacon avec la fragrance. Oui, la fragrance, oui. Voilà. C'est extraordinaire. Mais les autres, on ne peut pas le savoir parce que on n'a pas, il n'existe plus. Il y a des matières, il n'existe plus qu'on l'utilisait avant. Aujourd'hui, il l'utilise pas. Alors, Bachar Nasri, je voudrais que l'on fasse plaisir à nos auditeurs. Oui. Vous avez parlé de ce trésor que vous avez. Alors, on a pu collectionner et acheter chez les antiquaires, chez les collectionneurs, partout dans le monde, tout le produit de beauté de l'époque jusqu'à milieu XXe siècle. Et aujourd'hui, nous avons un musée extraordinaire, 600 pièces, de majorité, à plus que 90% des produits de Dorin, nous l'avons pu le retrouver aujourd'hui. Et extraordinaire, c'est extraordinaire. Et on a créé plusieurs parfums autour la nature, autour, par exemple, Un air de Paris, c'est magnifique. Un air d'Arabie, c'est magnifique. Un air de Damas. Évidemment, c'est magnifique. Avec la rose de Damas. Avec la rose de Damas. Et puis, on n'a pas oublié de faire Un air d'amour aussi. Ouais. Et on a fait toute la collection on l'a appelée collection Versailles. On s'est inspiré de Château de Versailles. Je vous arrête 2 secondes. Donc, ça veut dire aujourd'hui, chers auditeurs, qu'il y a un musée privé à Chatou, qui est à Chatou, dans un très bel et grand hôtel particulier. Qui appartenait par hasard au roi du pétrole de France. Voilà, la boucle est bouclée. Je l'ai acheté sans savoir. Sans savoir, voilà. Et ce musée privé, chers auditeurs, vous pouvez y aller en sollicitant évidemment Bachar. Très facile. Vous allez dans notre Instagram, Dorin Paris. Dorin, D-O-R-I-N. Paris comme Paris. Oui. Et notre site internet, c'est dorin.paris. C'est tout. Voilà, donc dorin.paris, vous allez dorin.paris dans le site internet et vous demandez à visiter. C'est un musée privé. Gratuit. Donc, ce rendez-vous, c'est gratuit. C'est gratuit, donc il faut en profiter. Mais ça m'arrivait quelquefois, tu imagines, il y a 2 personnes, ils sont venus spécialement à Paris pour 48 heures, visiter le musée et le retourner. Wow. Australia. Dites donc, c'est un sacré trajet pour ça. C'est incroyable. Oui. Mais ils m'ont posé la question suivante, qu'est-ce que tu parles? Ils m'ont dit, combien ça vaut l'entrée dans le musée? Ah bah voilà. J'ai dit c'est gratuit. Gentil. Ouais. Mais c'est gentil. Mais c'est un musée magnifique aujourd'hui. Tout le monde, la porte ouverte, mais sous rendez-vous parce que bien sûr, évidemment. Nos bureaux sont là-bas, notre showroom il est là-bas, tous nos parfums sont là-bas et surtout il y a de très beaux salons. Dernier parfum. Alors, nous allons parler de votre dernier parfum, mais avant, je voudrais que l'on parle du parfum de Versailles, puisque vous êtes vendu. On est vendu au château de Versailles. Château de Versailles. Oui. Nous sommes vendus en France parce que c'est une marque royale. Bien sûr. Château de Versailles, oui. Château Fontainebleau, oui. Dans le tout petit château de Dorin, à Chatou. À Chatou, voilà. Château. Donc, à Chatou, chez vous. Pour les étrangers, c'est difficile de savoir la différence entre château et Chatou. Mais c'est comme ça. Oui. Et donc, Versailles, Fontainebleau et Chatou. Et dans d'autres lieux également? Non, il y a simplement un concept store à Paris, simplement pour dépanner nos clients qui ne peuvent pas venir à Chatou, malgré que Chatou, il est où ce concept store? Il est avenue Georges V, il s'appelle Legacy Store.
Ah bah c'est bien ça. Et au combien avenue Georges V, c'est une belle adresse? Au numéro 19. 19 avenue Georges V. Le Gacy. Le Gacy. Bon, bah écoutez, oui, c'est un très beau... avant, il était à l'hôtel Fouquet's, maintenant ils l'ont ouvert à part. Voilà. Belle adresse. Alors, parlons maintenant de vos parfums récents. Vous continuez à créer, parce que visiblement, je pense que nos auditeurs ont compris que vous aimez créer. Quand on fait un parfum, oui. D'abord, pour créer un parfum, je dois avoir une histoire. Oui. Je ne fais pas le formule, après je cherche une histoire ou un nom. D'abord, il faut que j'imagine l'histoire. Voilà. Après l'histoire, je dois donner un titre. Oui. Et après, je cherche quel meilleur parfumeur qui peut produire tel ou tel parfum. Par exemple, j'ai fait une collection qui était créée, le formulé par Jean-Paul Guerlain lui-même, c'est un ami, et on a fait... Vous avez travaillé avec Jean-Paul Guerlain? Jean-Paul Guerlain, extraordinaire. Parce qu'il est plus Guerlain, et c'est pas sous le nom de Guerlain. Bien sûr, c'est sous le nom de Guerlain, mais c'est sur le parfum, on a marqué Perfume created by Jean-Paul Guerlain. Mais on l'appelait My Exclusive Collection pour Jean-Paul. Voilà. Mais maintenant, il y a quelques années quand même. Oui. Voilà. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, mon dernier parfum. Son story aujourd'hui, c'est la guerre qui s'éclate partout dans le monde. Oui, ben ça, c'est le Syrien qui parle, avec un cœur aussi au Liban aussi. Oui, voilà. Surtout, la Syrie, on n'est jamais tranquille. Dans chaque siècle, dans l'histoire, on a toujours des visiteurs qui prétendent ils reviennent chez eux où ça leur appartient. On a eu les empires ottomans, avant il a eu les Tatars, après on a eu la bande française aussi chez nous. C'était un protectorat. Oui, si vous voulez. Mais bon, c'est gentil. Voilà, c'est gentil. Mais aujourd'hui, c'est grave. Oui, mais aujourd'hui c'est grave, bien sûr, c'est très grave, bien sûr. Alors, je voulais créer un parfum pour la paix. Pour créer ce parfum, où je peux trouver la paix? Que chez Dieu. Oui. Voilà l'histoire, un parfum pour la paix. Et il faut un nom. C'est God is coming down. Et j'ai prié le Dieu, venez s'il vous plaît sur terre, demandez à tous ces humains aujourd'hui, c'est vous qui les avez inventés. Vous avez mis des serveurs dans leur tête pour qu'ils soient honnêtes, qu'ils soient... comment on peut dire raisonnable. Pas raisonnable, juste. Être juste. Aimer les uns les autres. Le Christ, il parlait que de ça, aimer les uns les autres, pas tuer les uns les autres. God is coming down. Je suis inspiré du Vatican pour créer ce parfum. C'est-à-dire, quand tout le sent. Mais alors, c'est-à-dire, quand vous dites « je me suis inspiré du Vatican », c'est-à-dire, comment ça se traduit? L'encens. L'encens, d'accord, entendu. L'encens qu'on a dans les églises. Dans l'église. Oui. Alors, j'ai cherché un encens extraordinaire qui s'appelle El-Lubin de Oman, de Sultanat Oman. Et qui est la base aussi de ce qu'on sent dans les églises. Bien sûr, on a ajouté de l'ambre, de patchouli, de vanille, etc., et même de jasmin, mais on sent qu'on est dans l'église. On sent on est dans c'est-à-dire, on sent on devient, quand on met le parfum, quand on le porte, on devient automatiquement saint. Ça serait bien, ça. À ce moment-là, il faudrait... Et là, pour ce parfum, il faut que je donne à tous les gens tous les gens qui font la guerre. Il faut que je les persuade. Mais malheureusement, j'ai fait que 100 pièces, c'est tout. Alors, 100 pièces, et vous allez surtout vous avez rendez-vous... Les numérotés de 1 à 100, et le numéro 1, il est réservé pour le pape, et j'attends le rendez-vous définitif. Mais normalement, vous avez une date qui a déjà été fixée, vous attendez confirmation. Je ne peux pas le décider tout de suite parce que c'est le pape qui décide. Mais bien sûr, évidemment. Voilà. Comme ça, et voilà, j'aurais accompli mon
mon message dans le monde, là, aujourd'hui, avec ce parfum. God is coming down. Alors, je voudrais que l'on parle un petit peu de votre musée. Qu'est-ce que l'on peut voir dans votre musée? On a tous nos parfums. Oui. Et nous avons aussi des parfums qu'on fait aussi pour les particuliers. Mm-hmm. C'est-à-dire, Laurent, il vient, il me dit, Bachar, je voudrais avoir mon parfum exclusif. C'est très simple. Oui. On peut créer un parfum exclusif mondialement à Laurent. C'est extraordinaire, ça. Oui. Voilà. Tu veux pas acheter, commander un parfum pour toi, Laurent, non, par hasard? Et on peut le faire la quantité que vous voulez. Mm-hmm. D'accord, donc du sur-mesure. Sur mesure. On fait ça sur mesure. Et bien sûr, même on peut le faire en collaboration en disant que c'est Dorin, un partenariat. Laurent by Doran. C'est joli, ça. Laurent by Doran. Bien sûr, c'est très chic. Ça rime bien. Bien sûr. Alors, donc, il y a ça. Et puis, il y a surtout, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a tous les anciens, la façon dont on se poudrait, dont on se maquillait, dont on se parfumait. Autrefois, vous avez récupéré un nombre incroyable de produits. 600 pièces extraordinaires. Magnifique. Et il y a même un petit carnet de balles. Ah, mais bien sûr, le carnet de balles, c'est dans la collection de Versailles. Voilà, absolument. Ouais. À Versailles, on a fait 6 parfums. Oui. 1780, c'est le poudré, parce que le parfum à l'ancienne. Bien sûr. On a fait le jardin du château. Mm-hmm. On a fait les figues divines, parce que Louis XIV, quand il a construit le château de Versailles, dans l'orangerie, il a planté 500 figuiers. Ah, c'est joli, ça. Et puis, nous avons aussi le parfum Bureau du Roi, Louis XV. C'est une pièce extraordinaire. Ah, ça doit c'est la pièce unique dans le monde. Ouais. Et boudoir turc, c'est pour Marie-Antoinette. Et le boudoir turc, pour ça, on est au château Fontainebleau, parce que le boudoir turc, Marie-Antoinette, il a mis au château Fontainebleau. Donc, il y a plusieurs parfums, finalement, quand on va au château de Versailles, il y a 6 parfums différents. Et le 6e carnet de balles. Et carnet de balles, absolument. Et carnet de balles dans toutes tes soirées à toi. Là, tu le fais royal. Là, moi, je viens toujours pour proposer... carnet de balles. Bétana, le troupe carnet de balles avec qui danse l'association carnet de balles, absolument, que l'on salue ce soir. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Bachar Nasri. Pour tout ça. Donc, on peut confirmer à nos auditeurs qu'ils sont volontiers invités à visiter le musée privé Dorin à Chatou, dans ce très bel hôtel particulier. Et ça me fait beaucoup de plaisir. Plus qu'il vient, partager, plus j'ai pratiquement toute la semaine plusieurs événements, plusieurs visites dans notre musée à Chatou. Oui. Alors, on va se quitter en musique et puis et on se dit de toute façon, nous disons à très bientôt. À très bientôt. À Chatou. Au musée Dorin. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup, Bachar Nasri. Merci tout le monde. Merci. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, bienvenue dans cette seconde partie du Libre Journal de la Vie française, dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir mon coup de cœur musical du mois, qui est Natalia Morozova. Morozova. C'est ça, de connaître trop de Russes. Voilà, je mélange pratiquement les noms. Voilà. Alors, nous avions eu le plaisir de recevoir Daria Davidov il y a quelques semaines. Et vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai joué avec elle, avec cette cantatrice célèbre. Notre monde musical, il est quand même assez... Je vais vous inviter à vous rapprocher un petit peu plus du micro. Voilà. Le monde musical est assez fermé, bien sûr. Oui, donc on se connaît bien sûr. En plus, je travaille beaucoup avec les chanteurs. J'ai accompagné vraiment de plus grands chanteurs actuellement sur la scène mondiale pendant différents festivals. Ça fait partie vraiment de différents côtés de mon parcours. Et donc, bien sûr, avec Daria aussi, on s'est croisés pour quelques concerts où, justement, j'ai eu le plaisir de l'accompagner. Oui. Alors, nous avions reçu également la princesse Murat.
voilà, également évidemment que vous connaissez bien, avec son festival remarquable. Très bien, ça fait partie vraiment de ma vie, ce festival, parce que depuis presque le début du festival, j'ai été invitée, j'ai eu la chance vraiment d'être là chaque année. Chaque année au festival Gstaad, New Year's Music Festival, qui en fait chère Caroline a créé. Et c'est un merveilleux festival et que j'ai eu aussi la chance de jouer et là-bas avec, je sais pas, avec des gens comme Gauthier Capuçon, avec différentes chanteuses et Pretty End, par exemple, et donc et beaucoup d'autres en solo et dans les différents ensembles et différents programmes, différentes découvertes. Donc c'est vraiment un moment magique chaque année, justement autour de les fêtes des Verts. Oui. Alors, Natalia Morozova, nos auditeurs se doutent évidemment que ce qu'ils ont entendu juste avant, évidemment, c'est une de vos interprétations. Bien sûr. Ça, c'était en fait l'étude transcendantale de Liszt, un de ces 12 études qu'il a composées très, très jeune, mais après, en fait, il a fait 3 versions différentes. Il a travaillé sur cette l'œuvre longue de sa vie. Donc, ça, effectivement, c'est déjà la 3e version qui fait partie de ces 12. C'est l'étude Fa mineur. Toutes les autres études ont un nom. Ça, c'est l'étude qui, lui, il n'a pas donné un nom, mais souvent, il l'a appelée appassionata. Comme vous avez entendu, le caractère de cette étude. Et ces études-là, elles sont dédiées à son maître, à son professeur Karl Czerny, qui est en fait, voilà, c'est une ligne qui, en quelque sorte, part aussi de Beethoven directement, Czerny, Liszt. Et en fait, ce qui est assez particulier, que ça arrive justement après, presque dans quelques générations, à mon professeur au Conservatoire de Moscou. Ah. Donc, ça fait partie de lignage de Liszt. Et c'est assez important, en fait, dans notre métier, le côté de transmission et le côté de transmission de la tradition pianistique, qui fidèlement s'est transmis de professeur en professeur. C'est vraiment comme les générations, comme une famille qui en quelque sorte, s'arrête jamais. Et donc, voilà, c'est assez précieux et je suis très fière, en fait, de faire partie de cet lignage. Oui, de cette grande famille. De cette grande famille, en oui. quelque sorte. Oui. Oui. Et être connecté avec Liszt, directement. Oui. C'est très joli. Par ses élèves. Histoire. Absolument. Ouais. Oui. Alors, vous l'avez dit, vous êtes originaire de Russie, de Moscou. Ouais. Voilà. Pourquoi est-ce que, finalement, la Russie nous réalise, j'allais dire, nous crée autant de magnifiques interprètes au niveau de la musique classique? Mais je pense qu'en fait, un rôle assez important, disons que c'est l'éducation musicale. Il y a une vraie éducation musicale très jeune? Très jeune et surtout, il est très diffusé. Il est très diffusé et là, c'est assez unique comme système parce que, en fait, le pays, il est très, très grand. Donc, et dans chaque petit village, il y a toujours une école de musique. Donc, presque tous les enfants, ils commencent très jeunes à faire un petit peu la musique. Et au fur et à mesure, en fait, c'est comme une pyramide que tout doucement, il y a une sélection naturelle. Et finalement, ça arrive justement au Conservatoire de Moscou, que c'est le point plus haut de la pyramide. Et donc, oui. Et finalement, c'est justement quand on a une telle sélection, finalement, on a après aussi des musiciens et surtout la façon de comment ça s'est transmis, le fait aussi d'être très très sérieuse vis-à-vis à la musique, de voir ça comme quelque chose avec une importance, c'est presque une édition religieuse, je peux dire. C'est une espèce de l'affaire, un des plus importants, c'était toujours pendant l'Union soviétique, quelque chose de ballet, la culture, c'était très 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 important aussi pour l'image du pays,
pour la formation de gens. Ça faisait partie vraiment de quelque chose de très, très élitaire, mais en même temps accessible à tout le monde. Oui. Alors, j'ai même une personne qui est plus âgée que vous qui me disait que du temps de l'Union soviétique, on diffusait là où elle était en ce qui s'appelle maintenant l'Azerbaïdjan. À l'époque, évidemment, c'était différent. Elle me racontait qu'on diffusait même de la musique classique par haut-parleur dans les rues. Bien sûr. Extraordinaire. Extraordinaire. Et je trouve c'est très juste parce que effectivement c'est essentiel pour l'être humain. C'est les musiques classiques, ce qu'on appelle. C'est pour moi, c'est ce qui est le plus beau qui a été créé en fait. Moi, je trouve que justement c'est la chose qui rend les gens qui les élèvent. Mm-hmm. Et alors, comment est-ce que la vocation vous est venue ? Pas trop, en fait. Un parcours assez particulier parce que, bien sûr, c'est toujours un petit peu, justement, transmission familiale. Souvent, on a des parents musiciens. Oui. Mais moi, je nais dans une famille des ingénieurs. Mais ce qui était assez particulier, qu'au rez-de-chaussée de notre maison, il y avait un magasin de piano. Ah, quand même, oui, d'accord. Quand même, oui. Et tout petit, en passant, en regardant la vitrine qui était transparente avec tous ces pianos magnifiques, j'étais toujours attirée par le clavier, par le piano, ça me fascinait. Et tout petit, j'ai toujours un petit peu, je rentrais timide dans ce magasin, j'ai touché un petit peu le piano, parce qu'on pouvait le faire, c'était exposé. Ouais. Et en fait, le directeur du magasin me dit, maman, il faut que votre fille, quand même, elle doit faire le musicien. Ouais. Et moi-même, j'ai demandé à ma maman de m'amener à l'école de musique. J'ai tout de suite compris qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ouais. Donc, ma maman, elle était un petit peu hésitante, elle pensait que c'est un caprice, contraire à tout ce qui normalement ça se passe quand les parents ils poussent, etc. Donc, voilà, il m'a amenée à l'école de quartier. Voilà, j'ai commencé un petit peu et j'ai eu la chance aussi avec les professeurs. Et à un certain moment, on a un système justement qu'on commence avec cette école de musique, que normalement ça dure 8 ans. Et après, il faut décider justement si on continue en façon professionnelle vraiment ou on prend un autre chemin. Et vous aviez, Natalia Morozova, vous aviez commencé à quel âge ? À 6 ans. Ah oui, quand même, oui. D'accord. Donc, disons, voilà, j'ai passé. Ça, c'est l'âge, normalement, qu'on peut rentrer dans une école de musique, entre 6 et 7 ans. Et donc, là, finalement, après, comme j'étais assez douée, et heureusement, les professeurs, vu quelque chose, et ils ont justement, ils m'ont dirigée vers le fait qu'il faut continuer ce chemin-là. Et là, bien sûr, après, je rentrais au collège au pré-conservatoire du Moscou. C'est encore 4 ans avec de niveau exceptionnel. Là, j'ai tout de suite eu la chance d'avoir le professeur, un pianiste célèbre, Tigran Alikhanov, qui était à sa fois l'élève d'un autre géant musical, Lev Oborin. Donc, et justement, et ça arrive à liste. Et donc, c'était un professeur exceptionnel. Pendant aussi quelques temps, il était aussi recteur du conservatoire du Moscou. Et après le collège, à 18 ans, je suis rentrée au conservatoire du Moscou. Et donc, cette étape, c'est encore 5 ans que j'ai terminé avec les médailles d'or. Ah, bravo. Comme justement j'ai cette reconnaissance, j'ai pu accéder au doctorat. Donc en fait, et encore après, il y a 12 ans de doctorat, donc en fait, c'est un parcours qui dure à peu près 20 ans. 20 ans des études. Voilà, donc ça, c'est un petit peu un résumé, un long, magnifique parcours de juste apprentissage qui, en fait, finit jamais. Mais évidemment, qui ne finit jamais. Qui ne finit jamais. Alors, avant de poursuivre notre conversation, chère Natalia Morozova, je vous propose de faire écouter à nos auditeurs une autre de vos interprétations et vous allez nous l'annoncer. Je vous laisse le soin de nous l'annoncer et de nous dire ce que... Ou alors, plus exactement, on va demander à la technique de nous passer et c'est vous après qui allez nous faire le commentaire. Voilà, j'ai l'impression que ça passe mieux à la technique, comme ça. Voilà, merci. J'ai un pouce en l'air, donc c'est bon signe. Merci.
Eh bien, bravo. Oui, comme vous le disiez, vous êtes en off. Je disais que c'est d'une complexité remarquable. Vous me dites, ben oui, mais je suis pianiste concertiste. Oui, ça, nous allons en parler, bien sûr. Et en plus, mais nous le devinons facilement. Un peu plus près du micro. Oui, écrite par un autre le plus grand pianiste au monde qui existait, Sergei Rachmaninov. Le plus difficile aussi. Justement, en fait, Liszt, Rachmaninov, ça pose dans la même tradition pianistique. Oui, ouais. Mais Rachmaninov, il y a une complexité. On se dit, mais parfois, on a l'impression qu'il a écrit ça pour torturer les pianistes. Non, mais il savait bien écrire. Oui, il était pianiste. Donc, en fait, c'est en quelque sorte, on est très reconnaissant à ce qu'il a laissé pour nous, sa musique magnifique. Et en même temps, il est vraiment pianistique. On dit ça parce que quand c'est pianiste qui écrit, il prend un petit peu en considération les mains des pianistes. Mm-hmm. Donc, il écrit pour que ce soit, en fait, je ne peux pas dire facile, mais que c'est pas extrêmement, disons, anti-pianistique. D'accord, que ça soit réalisable, techniquement réalisable et qu'un pianiste se sent à l'aise, en fait. Oui, d'accord, se sent à l'aise. Ouais. Enfin bon, il faut être quand même assez... concentré, doué, etc. Alors, donc je voudrais que l'on continue à parler un peu de votre parcours. Donc après, donc on l'a compris, vous recevez la médaille d'or. Et là, vous commencez tout de suite une tournée. Comment ça se passe ? Ça se passe qu'en fait, déjà, en faisant les études au conservatoire, j'ai commencé à faire différents concours. Oui. Oui, alors moi j'ai vu votre biographie. Il y a je ne sais combien de concours. Disons que mais c'est une obligation dans les moyens, parce que vous savez, un pianiste actuellement, ils font beaucoup de concours. Oui. Donc c'est pas. Mais c'est une nécessité. Comment est-ce que vous voyez ça ? Oui, bien sûr. Malheureusement, c'est une façon de se construire un petit peu ce qu'on appelle curriculum. Oui. C'est la façon aussi de peut-être rencontrer les gens, avoir une certaine visibilité. Oui, donc, rencontrer le public, un public exigeant. Exactement. De justement sortir de l'ambiance où tu es enfermé dans un conservatoire, etc. Donc, il y a quand même des pianistes ils ont une grande carrière sans passer par les concours, oui. Mais en même temps, c'est vraiment de quelques. Mais normalement, c'est une façon justement de continuer et essayer justement de construire une certaine carrière. Mm-hmm. Ouais. Alors, donc vous en avez fait une multitude de concours. Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ? Est-ce qu'il y en a un en particulier ou deux qui vous est marqué et pourquoi ? Bien sûr, le concours qui marque, moi je pense le plus, c'est le premier. Le tout premier, oui. Le tout premier, et ça, c'était un souvenir, c'était un concours pianistique international à Rome. Et en fait, c'était mon premier concours, donc et je le fais comme soliste et aussi en duo de piano. Avec un autre, mon collègue pianiste, toujours, on a étudié ensemble. Actuellement, lui, il est professeur de conservatoire de Moscou. Mm-hmm. On joue toujours ensemble parce que, en fait, la ligne de duo de piano, ça fait une partie de différentes choses que je fais. Et il y a un répertoire fantastique écrit pour deux pianos. C'est très particulier parce que c'est pas juste que deux pianistes se rencontrent. Il faut le construire, il faut travailler ensemble, il faut avoir un petit peu la même école de piano, il faut même façon de sentir la musique, il faut trouver un souffle ensemble. C'est très, très particulier comme duo. Parce que deux instruments percussifs comme piano ensemble, s'il n'y a pas vraiment une complicité, une écoute, s'il n'y a pas vraiment une certaine recherche, ça peut se transformer en quelque chose pas forcément agréable. Ouais. Oui, donc il faut un vrai... Ouais. Il faut un vrai travail assez long et assez attentif sur différentes choses.
Sur le moindre détail. Moindre détail, et surtout aussi un autre pianiste qui en quelque sorte correspond. Bien sûr. Natalia Morozova, donc ça, ce sont les premiers concours. Et pourquoi avoir été en Italie? Pourquoi être resté en Italie, avoir choisi l'Italie? En fait, par différentes raisons. Bien sûr, comme j'ai gagné aussi les autres concours en Italie, j'ai commencé à faire beaucoup de concerts en Italie. Oui. Donc, j'ai rencontré aussi un agent en Italie qui a commencé à m'organiser des concerts, des tournées en Italie. Donc, au fur et à mesure, voilà, pour différentes raisons, en quelque sorte, j'ai choisi de me baser en Passé dans une ville à côté de la mer, que j'aime beaucoup. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça, par amour aussi pour le pays et pour la musique. Par la musique, pour beaucoup de travail. Et pour les compositeurs italiens peut-être? Plutôt pour quelques histoires d'amour. Ah d'accord, entendu. Avec l'Italie, peut-être avec un Italien. Voilà, c'est joli, c'est une belle histoire. Voilà. Alors, donc cette belle histoire, donc après elle se prolonge à travers toute une tournée internationale que vous avez réalisée et une masterclass que vous avez créée. Toujours dans cette volonté de transmission. Exactement, parce que je donne beaucoup de masterclass dans différentes occasions, dans différents endroits. J'aime bien beaucoup transmettre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des pédagogues, des professeurs dans ma vie exceptionnels, que je dois tout à eux. Et c'était un travail, et c'était une espèce de... Il m'a donné en fait tout, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et vous savez, mes professeurs, c'était pas juste une leçon d'une heure. S'il y avait quelque chose qui ne marche pas, on pouvait rester 4 heures à travailler. Waouh, ouais. Et c'était normal. Oui. Et donc, c'était pas juste le travail sur la musique, c'était vraiment le travail sur la formation de l'être humain. C'était le travail tout court sur différents aspects, sur l'aspect de la culture, de attitude, de pensée. En fait, c'est assez extraordinaire. Et je le considère presque comme mon père, mon professeur, à ce point-là. Donc, comme j'ai reçu tout ça, j'ai aussi envie justement de le transmettre et en la même façon aux autres. Donc j'aime bien justement donner des masterclass. Et le professeur dont vous parlez, évidemment, c'est un professeur qui était en Russie. Oui, justement, c'est toujours Tigran Alikhanov, qui était aussi directeur du conservatoire de Moscou, et que voilà, ce que j'ai parlé avant, que c'était un grand pianiste, il a joué beaucoup de concerts en Russie. L'unique problème, il n'est pas trop connu à l'étranger, en fait. Vous savez pourquoi? Parce que son père, il était physicien qui travaillait sur la bombe atomique. Ah oui, d'accord, évidemment. Et donc, il était en fait mis dans la position qu'il ne pouvait pas quitter vraiment la pays. Bien sûr. Oui. C'est assez particulier, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire, c'est que vos professeurs, Daria Davidov nous racontait que pour les cantatrices, il y a même des cours de danse. Pour la posture, pour tout ça. Et j'ai questionné également Pauline... j'ai oublié son nom de famille, ça va me revenir, grande cantatrice française aussi, la femme de Christophe Barbier, qui nous disait qu'en France, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que vous avez une formation qui va au-delà de la matière elle-même, qui part dans une certaine philosophie, etc., qui est extrêmement complète et qui est très particulière. Oui, on a tellement de matière autour justement de juste le piano et juste en fait pour bien jouer, il faut avoir vraiment de culture, il faut connaître l'art, il faut connaître la littérature, et donc il faut connaître la solfège, harmonie, polyphonie, il faut savoir composer, il faut aussi, on a tout de suite, depuis le début, on a les cours d'enseignement musical aussi. Oui. Voilà. Et c'est Pauline Courtin à qui je rends hommage, qui a une voix absolument extraordinaire également. Donc, il y a cette formation. Et alors, comment se passe, votre masterclass?
Mais moi, je suis invitée, par exemple, dans différentes fondations ou dans différents endroits. Et justement, là, il y a les élèves qui s'inscrivent et que, voilà. Donc, il n'y a pas un lieu spécifique. C'est-à-dire que c'est une masterclass que vous réalisez à différents endroits dans le monde. D'accord. Oui. Aussi bien en France qu'ailleurs. Il y en a une prochainement, par exemple, qui est fixée ? Peut-être quelque chose en Suisse, mais j'ai juste attendu un petit peu de confirmation. Là, je veux pas. Et la dernière, par exemple ? Moi, par exemple, c'était en Italie, à Trieste. À Trieste. Ouais. Mais c'est une autre personne qui l'organise pour vous ? Exactement. D'accord. Et vous êtes le seul professeur ? Oui, parfois c'est les masterclass où il y a aussi des autres cours pour violon, etc. C'est une espèce d'école bien sûr. Mais bien sûr, quand je fais le cours de piano, c'est moi le professeur. Bien sûr, oui. Ouais. Et alors, vous le disiez, vous avez été soliste évidemment pour un grand nombre de chefs d'orchestre, notamment. Vous avez travaillé avec un grand nombre de chefs d'orchestre. Vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Yuri Bashmet, Ziva, c'est de différentes chefs d'orchestre russes. Encore, ça m'échappe un petit peu, mais plusieurs. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Alors, nous allons écouter de nouveau une de vos œuvres et nous allons nous retrouver tout de suite après. Vous allez nous en parler un petit peu. À tout de suite, chers auditeurs. Merci. Chère Natalia Morozova, c'est superbe et vous nous avez fait écouter. Ça, c'est justement, je parlais juste avant de Mondo de piano. Ça, c'est toujours Sergei Rachmaninov. Donc, la barcarolle de la première pièce de sa suite, Fantasie Tableau, opus 5, qui en fait, elle était dédiée, cette pièce, à Tchaïkovski, qui était son professeur au conservatoire du Moscou. C'est joli finalement, cette tradition, comme vous disiez, ce passage d'un maître à un autre, d'un maître à un élève qui va devenir un maître, etc. Oui, exactement. Donc, Tchaïkovski est beaucoup soutenu au début, Rachmaninov et vraiment beaucoup aidé. Donc, effectivement, cette côté de jamais, en quelque sorte, être indifférente au destin de son élève, c'est très présent. Et vous retournez de temps en temps en Russie pour continuer à enseigner aussi ? Quelques élèves, bien sûr, mais surtout aussi pour donner des concerts. Oui. J'ai aussi ma mère qui habite à Moscou. Ah oui, d'accord. Donc j'ai toujours raison d'aller leur rendre visite. Bien sûr. Ouais. Alors, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de vos tournées, de vos projets futurs. Donc, à l'immédiat, en fait, tout de suite, la semaine prochaine, je vais donner quelques concerts avec aussi magnifique violoniste Magdalena Geka, qui ont joué ensemble. On s'est rencontrés pendant le Croisière Ponant, vous savez. C'est joli, ça. Avec Alain Dieu. Oui. Et c'est lui qui, en quelque sorte, nous a mis en contact. On était là ensemble. Et on a devenu vraiment super amis et elle est excellente musicienne. Donc, depuis, on joue parfois ensemble. Donc là, voilà, le prochain mois, on a les concerts ensemble avec elle. Ensuite... Alors, ça sera où, comment ? Ça, c'est en Italie, à Trieste. D'accord, à Trieste. Oui, et après... Quelle date ? Ça va être 2-3 avril. 2-3 avril à Trieste. Et après, justement, je travaille en ce moment beaucoup. J'ai un projet de... enregistrement avec une altiste italienne de 2 disques, musique pour alto et piano. Oui. C'est la dernière sonate de Shostakovich. C'est une œuvre magnifique. C'est sa dernière sonate qu'il a écrite déjà sur le lit de mort. Il était en train de mourir. Ou dans cette sonate, en fait, il fait parcours de toute sa vie à travers les citations musicales de différentes œuvres de lui plus importante. Extraordinaire. C'est une œuvre mystique où on retrouve presque l'histoire de sa vie, où il cache les noms de femmes qu'il aimait, qu'il mélange avec son nom, parce que oui, c'est fantastique. Et où on écoute sa musique qui était écrite mais jamais publiée. Je peux parler vraiment beaucoup, là je ne veux pas le faire, mais c'est une œuvre tellement géniale que même les violonistes, avec un répertoire gigantesque, ils le piquent
altiste pour jouer aussi. Ah, extraordinaire. Oui, c'est assez extraordinaire. La dernière sonate de Shostakovich. Et ça, vous allez enregistrer avec un altiste en Italie. En Italie, oui. Après, une autre œuvre de Weinberg qui était ami de Shostakovich. Oui. Aussi en sonate. Et après, il y a toute une grande sélection des œuvres anglais, de Bridge et Britten. Donc, c'est un énorme travail. Et qui est justement du disque en 3 jours, c'est quand même assez... Oui, ça fait beaucoup. Et ça, vous enregistrez toujours en Italie? Oui, à côté de Cremona, dans un studio. Donc voilà, ça c'est justement les choses qu'il faut les faire les semaines prochaines. Donc, ah oui, c'est très très vite. Oui, c'est très vite, tout est là. Oui. Ouais. Alors, pour nos auditeurs qui voudraient vous retrouver, comment est-ce qu'ils peuvent vous retrouver et vous écouter plus exactement? Mais sûrement, il y a par exemple, sûrement online, il y a mon dernier disque qui est sorti, que c'est le disque avec excellent, magnifique violoniste Sergei Ostrovsky. On a enregistré ça en Suisse. C'est la maison française qui fait ce disque à Partey. Et on le trouve même dans le commerce, partout. C'est 3 sonates de Brahms. 3 sonates de Brahms par Natalia Morozova. Et Sergei Ostrovsky. Voilà, Morozova. Voilà. Et donc, on peut retrouver ce disque. On peut retrouver évidemment pas mal de disques, puisque vous en avez fait déjà pas mal. Oui, différentes, mais ça, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier en date. Je suis assez contente. Et cet enregistrement que vous nous promettez, qui risque d'être absolument extraordinaire. Le choix des programmes, surtout, c'est fabuleux. Et justement, les sélections anglaises, c'est quand même très rarement joué. Donc, c'est très intéressant à découvrir aussi certaines choses. Aussi, oui. Ouais. Et bien sûr, il y a quelque chose sûrement aussi sur YouTube, comme d'habitude. Donc, voilà. À vous écouter comme ça. Alors, il nous reste encore à peu près 10 minutes, un petit peu moins de 10 minutes, 7 minutes, et je voudrais que l'on puisse écouter encore une de vos œuvres, bien entendu, avant la fin de notre émission. À tout de suite, chers auditeurs. Merci. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans cette dernière partie du Libre Journal de la vie française. Libre Journal de la vie française dans lequel j'ai le plaisir de recevoir la grande pianiste internationale Natalia Morozova et qui vient de nous faire écouter... Lutosławski, variation sur thème de Paganini. Bien sûr, thème qui est... Oui. J'ai derrière la technique qui nous fait bravo, qui est impressionné aussi par votre interprétation. Merci. L'œuvre du XXe siècle, assez amusante, assez particulière. Donc, c'est très amusant. Ah ouais. Oui. Ouais. Alors, Natalia Morozova, nous étions en train de parler avant d'écouter cette œuvre, nous étions en train de parler de vos projets et la façon dont on pouvait vous retrouver. Est-ce qu'il y a un concert en particulier qui est prévu dans les mois à venir? J'ai vraiment énormément de concerts pendant l'été. Oui. Au sud de la France. Ah, où est-ce qu'on pourra vous retrouver? Et en fait, toute la deuxième partie de mois d'août, j'ai une espèce d'énorme tournée dans différentes abbayes autour de Montpellier. Ah, magnifique. Toute la région, c'est Valmagne, Saint-Chinian, il y a beaucoup d'abbayes de Cassan. En fait, toute la région. Oui. Et je donne, je pense, autour de 10 concerts. 10 concerts là-bas? Là-bas, et donc voilà. De quelle date à quelle date? De 20 août jusqu'à 3 septembre. Donc, il faut juste un petit peu regarder ce qui se passe dans cette région-là. Jusqu'au 3 septembre, vous allez jouer dans différentes abbayes, dans différentes églises. Oui, dans les magnifiques endroits. C'est un petit peu une tradition d'été, de toujours... vous vous retrouvez là-bas, régulièrement là-bas. Oui. Décidément, entre ces lieux-là et le festival de Gstaad, sont toujours des lieux un peu religieux et voilà. Oui, parce qu'en fait... pour vous écouter religieusement, justement. Justement, parce que moi, je vois la musique comme en quelque sorte, comme une liturgie. Chaque concert, pour moi, c'est une liturgie, c'est une espèce de dialogue, contact avec le divin. Et je le vois justement comme une connexion, comme quelque chose d'extrêmement spirituel. Et c'est ça un petit peu, justement, mon but, d'être transmetteur, d'être justement quelqu'un qui transmet cet esprit.
à travers la musique. Donc, c'est une espèce de prière que je fais en jouant. Ah, c'est intéressant. Et avant chacune de vos interprétations, du coup, vous vous mettez en condition, entre guillemets? Mais avant chaque concert, je fais prière, en tout cas. Et Ouais. je ressens cette connexion. Parce que la musique, pour moi, bien sûr, elle est dictée par Dieu. Ouais. Et donc, effectivement, ça, en quelque sorte, ça t'a tout de suite mis dans une condition, tu te rends compte de quel auteur, en fait, et quelle chose immense tu as juste, tu as que faire. Hein. Et alors justement, pour vous, quel est le... Alors si on parle de musique religieuse, vous allez me dire Bach quand même. Bah, bien sûr, mais pour moi, elle est toute religieuse. Pour vous, elles sont toutes religieuses. Pour moi, oui. Et alors, quelle est celle pour vous qui serait la plus... je parle de compositeur, pardon. Bach. Évidemment. Eh bien, évidemment. D'accord. Avec quelle œuvre? Avec une œuvre en particulier? Alors, l'œuvre qui, en quelque sorte, m'est vraiment approchée à la religion. Oui. L'œuvre quand j'étais petite, où j'ai senti que je suis croyante, c'était La Passion de Saint Matthieu. La Passion de Saint Matthieu par Jean-Sébastien Bach. Donc, chers auditeurs, vous savez ce que vous devez aller écouter. Voilà. Ouais, La Passion de Saint Matthieu, quand j'écoutais ça, là, j'ai senti justement la connexion avec le Dieu et voilà, et sa présence. Oui. Ouais. Extraordinaire. C'était complètement, c'était sûr et certain. Jean-Sébastien Bach, La Passion de Saint Matthieu. Bon, écoutez, dommage que nous n'ayons pas eu cette conversation avant, car évidemment, nous vous l'aurions passé, chers auditeurs. Maintenant, voilà, vous êtes bons pour retrouver cette œuvre. Il nous reste quelques minutes et je voudrais que l'on puisse à peu près, et donc terminer avec une de vos œuvres. Et avant cela, je voudrais vous remercier encore, Natalia Morozova. Et puis, chers auditeurs, écoutez, je vous invite à prolonger le plaisir en allant la retrouver soit du côté de Montpellier cet été, ou soit à travers votre disque. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. C'était un énorme plaisir d'être ici ce soir et faire cette conversation tellement intéressante. Merci beaucoup, Natalia Morozova. À très bientôt. Merci.